ici ou non? Non, j'entends rien, c'est vide. Il y a le feu ici? Ouais. Tu veux que je monte sur les scènes? Moi, je parle avec Michel, il bosse, il est pas là, donc qui veut parler avec moi? Personne. Est-ce qu'il y a le feu ici ce soir? Non, mais écoutez, vous avez passé une bonne journée? Ouais, qui a parlé avant? LVMH, c'est bien LVMH? Tu recrutes? Ouais, tu recrutes. Hein? Est-ce que nous on recrute? Je sais pas, c'est Clément, on recrute? On recrute quoi, nous? C'est toi, ça, non? Non, non, sympa d'être là. Et après, il y a la fête, hein, c'est ça? Il y a une grosse fête ce soir? Ouais, après, on va danser nus sur les tables. Non, on est live, là? Ouais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, nous, on a commencé. Qui connaît bien l'histoire de l'aventure, Michel Augustin? Donc, on est né quand, nous? 2004, je crois que c'est ça, ouais. Non, mais tout ça pour te dire que c'est dingue à quel point nous-mêmes, on oublie, moi, je trouve, d'où on vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une bananeraie avec une petite équipe d'une centaine de trublions, ça roule bien, il y a une énergie dingue, on cartonne, il y a des recettes super bonnes. Et on oublie même à quel point nous, il y a 15 ans, on est juste parti de rien. C'est comme si toi, tu décidais là maintenant. Tu t'appelles comment? Jade. Comme si Jade se disait, tiens, ouais, j'aime bien les biscuits et je vais donc passer chez moi. Je vais commencer à faire des petits biscuits ronds et bons dans le four de ma petite cuisine. Et je vais essayer de faire une super recette avec les meilleurs ingrédients que je trouve dans les commerces autour de chez moi. Et que je pars toute seule avec mes petits sablés. Je vais aller les vendre dans le commerce en bas de chez moi. Mais j'ai le rêve, j'ai l'utopie. Peut-être qu'un jour, ça deviendra gros. Peut-être que ce qu'on a envie de dire au monde, comme des gens achèteront nos petits sablés ronds et bons, peut-être qu'ils entendront ce qu'on a envie de dire. Mais on est vraiment, voilà, c'était le truc totalement surréaliste. Et nous-mêmes, on oublie d'où on vient. Et même les gens, les trublions qui sont arrivés récemment, on part dans 2 semaines en séminaire là, avec toute la tribu qui vient d'ici, de Belgique, Suisse, UK et l'équipe US. Et t'en as plein qui ne connaissent pas le mythe fondateur ou qui l'ont vaguement entendu. Mais oui, on est parti de rien. Et moi, je suis parti de rien avec mon meilleur pote Michel. Et le fait qu'on soit meilleur pote n'est pas anodin dans l'histoire de l'aventure. C'est que le premier truc qu'on voulait partager, c'était l'amitié. Et l'amitié, on te dit souvent, il ne faut jamais monter une boîte avec un copain ou avec quelqu'un que tu aimes bien. Et je ne pouvais pas envisager l'inverse. C'est-à-dire que je ne peux partager ce que je le vis qu'avec des gens que j'aime. Tu vois. Et un des critères de recrutement qu'on a, ou en tout cas une des questions qu'on se pose à la fin d'un entretien, ici à la banane, c'est est-ce que je passerai mes vacances avec la personne qui est en face de moi. C'est super important, c'était envie de passer du temps ensemble, de vivre des choses ensemble. Et on est donc parti il y a 15 ans de rien. Et avant ça, ce qui est important, vous avez quel âge? C'est quoi la moyenne d'âge ici? 23, ouais, donc c'est jeune encore. 23, et moi je dis non, mais ce que je te dis pourquoi c'est jeune et pourquoi c'est chouette, c'est que tu vois, avant, moi je crois beaucoup au fait qu'on a tous des talents exceptionnels. Donc on a tous, chacun d'entre nous, des talents exceptionnels. Faut-il encore faire le travail sur soi-même pour les comprendre, pour les identifier, pour les découvrir? Donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes faire là où tu es bon et tu le découvres avec à la fois les expériences que tu vis, les épreuves de la vie, les richesses. Et moi ce que je crois beaucoup, c'est qu'il ne faut pas hésiter quand on est jeune à multiplier les expériences, toi, pour t'enrichir. Il faut pas faire n'importe quoi, mais plus tu multiplies les expériences, plus tu les vis avec engagement, passion. C'est pas forcément des expériences qui sont très longues, mais que tu peux vivre de manière intense. Ça te permet de te confronter à différents terreaux, d'apprendre à te connaître, savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, là où tu es bon, là où tu n'es pas bon, là où tu as envie de progresser. Et c'est en multipliant les expériences, donc un peu d'être entrepreneur de son parcours, sans rentrer dans des cases ou dans des expériences trop longues, ça te permet de mieux te connaître et donc de savoir ce que tu aimes faire et là où tu es bon. Tu vois, et moi, ma petite expérience, avant de monter cette aventure avec Michel, tu vois, moi, j'étais pas super bon à l'école. Après mon école de commerce, j'avais commencé à bosser au Club Med en stratégie. J'adorais le tourisme, mais j'étais naze en stratégie. J'ai toujours pas écrit une slide et je me suis aperçu que c'était pas du tout le job pour moi. J'ai quitté le Club Med, moi, au bout d'1 an, alors que tout le monde te dit ah, mais t'es con, 1 an, c'est trop court, ça vaut rien sur le marché, t'as pas validé une expérience et tout. Mais moi, je me dis écoute, au bout d'1 an, j'ai vu que c'était pas fait pour moi, j'ai appris des trucs, mais je pense que si je reste un jour de plus, j'apprendrai pas plus que ce que j'ai appris pendant 1 an. Donc, te dire que chaque jour, tu dois apprendre quelque chose et que quand tu n'apprends plus, il faut absolument renouveler le terreau dans lequel tu es.
moi, j'ai quitté le Club Med au bout d'un an pour monter une première boîte dont j'ai jamais compris l'activité. Donc moi, je me suis trouvé cofondateur d'une boîte qui faisait des logiciels d'optimisation de process industriels basés sur des algorithmes de logique floue. Donc tu vois, à part ça, j'ai rien compris. Et pendant 9 mois, je suis resté là-bas. J'étais cofondateur, j'avais 12% du capital. Et ça a été un enfer, parce qu'en fait, j'étais avec que des polytechniciens qui étaient complètement barrés, des génies, mais totalement inhumains. Et pendant 9 mois, je ne comprenais rien à ce qu'il fallait que je fasse. Je détestais les gens avec qui je bosse. Et les mecs m'avaient complètement massacré humainement. J'étais en plus assez jeune, un peu fragile et tout. Donc je suis parti au bout de 9 mois en me disant c'est vraiment un gros échec, j'ai complètement déconné. Et c'est à ce moment-là que je me dis tiens, moi j'ai plein de potes qui ont des métiers. Tu as des avocats, tu as des médecins, tu as des architectes, et moi, j'avais pas de métier. J'avais fait une école de commerce, mais tu n'as pas un métier en sortant d'école de commerce. Et c'est là où je me suis dit, tiens, moi, j'adore le pain, j'adore la pâtisserie, je vais aller donner un coup de bain au boulanger en bas de chez moi à Paris. Donc j'ai appelé le premier, il n'a pas voulu, le deuxième, troisième, quatrième. Je crois que c'est le 10e qui m'a dit, écoute, je ne suis pas très bien qui t'aime, mais tu n'as qu'à venir demain. Tu vas m'aider à faire le four. Tu vas faire le four, c'est rentrer les plaques de cuisson et les ressortir. Donc je suis arrivé à 4h du mat et j'ai commencé à faire le four, puis à porter des sacs de farine, puis il m'a dit écoute tiens, tu as commencé à pétrir un peu, à façonner. Donc j'ai appris à faire du pain avec le gars, mais comme ça, hein, c'était rien de formalisé, il n'y avait pas de contrat, rien. Et c'est Jean-Christophe, tu vois, qui m'a dit mais écoute, tu devrais quand même essayer de sanctionner cette découverte par un diplôme. Il m'a dit tu devrais passer ton CAP boulanger en candidat libre. Mais sans aucune arrière-pensée, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Donc c'est là aussi, il faut faire confiance un peu dans la vie, dans les expériences, dans les gens qu'on rencontre. Puis après, tu t'aperçois que le fil de la vie, de tes expériences, elles s'enfilent comme des perles d'un collier et que tu trouves le sens quand tu regardes derrière. Mais il ne faut pas se prendre la tête en regardant trop devant. Moi, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Et honnêtement, j'étais vraiment très très mauvais. Je n'ai toujours pas planté un clou sur un mur et tout. Donc j'ai vraiment galéré. J'ai eu mon CAP boulanger. Je suis reparti 2 ans chez Air France. Parce que j'avais fait un stage chez Air France. J'avais adoré le stage, mais j'ai détesté bosser au siège chez Air France. Pourtant, c'est une super boîte. Il y a des gens super. J'adore cette boîte. Hein. C'était le seul job que je voulais, à part Michel Augustin, c'était d'être patron d'Air France, hein, quand il y a eu le recrutement cet été. J'ai pas osé postuler en me disant que j'avais aucune chance. J'aurais peut-être dû. J'ai peut-être manqué un peu d'audace. Ils sont allés chercher un Canadien. Mais je suis fier parce qu'après 14 ans de travail acharné commercial, on a réussi enfin à faire monter nos vaches à boire à bord des vols Air France depuis cet été, sur tous les vols moyens et long courrier. Quelqu'un a voyagé Air France cet été? Ouais, long courrier, moyen courrier, départ de CDG? Hein, long, CDG? Non, non, si, t'es parti d'où? Ah merde, ouais. Donc, qui est parti de long courrier, CDG? T'as vu nos vaches à boire? Non, toi, t'es en business, toi, au fond. Nous, on ne s'adresse pas au peuple du haut, nous. Normalement, on est à bord de tous les vols long courrier, moyen courrier, Air France au départ de CDG, avec les mini vaches à boire qu'on a sortis. Donc j'ai passé 2 ans chez Air France. Toi, j'ai bossé comme un malade pendant 3 mois. J'ai vu que ça n'intéressait personne, donc j'ai arrêté de bosser. J'ai voyagé pendant 18 mois. C'était les GP et tout. On s'est régalé avec ma femme. Puis quand je prenais l'avion, on me prenait quasiment pour le pilote à force, tellement je passais dedans dans les avions. J'ai décidé de partir et de quitter Air France. Et la chance que j'avais eue, tu vois, je vous avais parlé de la première boîte que j'avais montée, dans laquelle j'avais considéré ça comme un échec complet. Et coup de bol, pendant que j'étais chez Air France, la boîte qui faisait ces fameux logiciels d'optimisation de process industriels basés sur des algorithmes de logic flow, avait été revendue à un fonds américain Partech qui est basé à SF, et que donc à 25 ans j'avais gagné pas mal d'argent, ce qui me permettait à mon petit niveau de m'acheter un appart et tout, et de sécuriser un peu d'années devant moi. Et c'est grâce à ça, tu vois, c'était un truc qui était totalement imprévu, donc ce qui était un échec est devenu en fait un succès. Donc c'est pour ça que moi je ne parle plus jamais d'échec, je parle toujours d'enseignement. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Et donc ça m'a permis de quitter Air France avec un super truc qui s'appelle le congé pour création d'entreprise. Et c'était pas du tout pour monter une boîte que j'ai quitté Air France, c'était pour, après avoir fait plusieurs fois le tour du monde avec ma femme, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire le tour des boulangers de Paris et de participer à la réhabilitation du goût, du bon pain auprès des Parisiens. Donc là j'ai fait appel à mes copains, puis il y a un pote qui était un peu fêlé qui s'appelle Michel et qui m'a dit banco, on prend une année off, une année sabbatique, et on va visiter les 1263 boulangeries de Paris. Donc moi j'ai visité, vous êtes devant vous l'un des plus grands experts mondiaux du pain, l'autre est en train de bosser là-haut dans son bureau. Donc moi j'ai visité les 1263 boulangeries de Paris artisanales, hein, donc avec Michel. On a sélectionné je crois les 400 meilleurs, on est retourné
les voir, et on a sélectionné les 180 meilleurs. On avait mis en place une grille d'analyse organoleptique très poussée pour reconnaître le bon pain avec les meilleurs ouvriers de France. On a rencontré plein de boulangers aussi pour comprendre leur passion, ce qu'ils faisaient, leur quotidien. On a fait senti des grandes boulangeries pour découvrir Paris par ses plus belles boulangeries. Donc on a fait ce super guide, vraiment une enquête historique, sociologique, culturelle, économique et évidemment organoleptique sur le pain. Donc ça nous a pris 1 an, on a balancé le livre chez un éditeur, il nous l'a pris, on en a vendu à peu près 12 000 exemplaires à Paris, ce qui n'était pas si mal, puis on a commencé à rentrer un peu dans les médias, parce que des mecs qui sortaient de nulle part et qui faisaient un guide sur le pain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était le premier à faire. Tu as envie de faire un truc sur le vin aujourd'hui, tu n'as aucune chance. Donc ce qu'il faut toujours se dire, c'est qu'est-ce que je fais de différent que mon petit voisin. Et personne ne l'avait fait avant nous, on a été les premiers, donc on en a vendu, donc on a parlé de nous, donc on a parlé du pain. Donc c'est pour ça que un des trucs qui nous anime ici chez Michel Augustin, c'est toujours te dire qu'est-ce que j'apporte de différent que mon petit voisin, qu'est-ce que je crée de nouveau qui n'existait pas hier. Donc toujours d'avoir au cœur de sa réflexion la créativité, l'innovation, qu'est-ce que j'apporte de plus, en quoi je contribue modestement à mon petit niveau à un monde meilleur. Donc ça c'est vachement important, parce que la seule réponse à une croissance pérenne, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est faire les choses autrement. Donc on a fait ce guide avec Mike. Mike, lui, Mike Michel. Michel, lui, était vexé que j'ai un double diplôme CAP, SCP. Lui, il avait fait avec le SCP. Donc il était un peu jaloux, donc il est parti à l'INSEAD, à Fontainebleau. Et moi, sur moi, en permanence, là maintenant je l'ai sur mon iPhone qui est en train de recharger dans mon bureau, j'ai un truc qui s'appelle Chasseur de papillons. Avant, c'était un petit cahier sur lequel je note en permanence, moi, toutes les idées qui me passent par la tête. Donc c'est tout ce que je ressens en tant qu'être humain, en tant que citoyen français, en tant que père de famille, en tant qu'homme. Donc tout ce que je ressens et que je ne trouve pas sur le marché en termes de réponse, je me dis tiens on pourrait faire ça, tiens on pourrait faire ça différemment. Donc en permanence moi je noircis ce que j'appelle un peu comme un chasseur de papillons dans une prairie qui voit des papillons qui tournent autour et qui tac celui-là je le prends, tac celui-là je le prends. Donc moi j'en avais plein et il y avait un papillon qui m'a interpellé plus que les autres. Je me souviens très très bien. J'étais en train de descendre le roc du vent dans le Beaufortin avec ma femme et je regardais mon petit livret chasseur de papillons et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis tiens, moi j'ai envie de participer à remettre le goût au cœur de nos préoccupations. J'ai envie de retrouver le vrai savoir-faire manuel. J'ai envie de travailler des ingrédients qui sont simples. Et moi, j'étais toujours surpris que... Alors moi, j'avais pris des cours de pâtisserie aussi à la mairie de Paris, les cours pour adultes. Tout le monde peut s'inscrire. Moi, c'était au Panthéon 2 fois par semaine, pendant un semestre. Moi, je pâtissais vachement avec les enfants le week-end. Et je me disais, c'est marrant, ce que tu achètes au Franprix, la rue du Poteau, quand tu quittes la mairie du 18 à gauche. Je ne sais pas si certains le connaissent. Ce super Franprix. Tout ce que tu achètes là-bas à l'époque, en 2002, 3, 4... il fallait souvent un prix Nobel de chimie pour décrypter les étiquettes, alors que ce que je pâtisse chez moi, le verbe pâtisser, donc je pâtisse, tu pâtisses, il pâtisse, voilà, c'est bien, il y en a qui suivent, merci. Moi je pâtissais des trucs super bons mais super simples, et ce que tu achètes chez Franprix, il fallait souvent un prix Nobel de chimie pour décrypter les étiquettes. Je me dis tiens, il y a peut-être un truc à faire, à essayer de proposer au plus grand nombre vraiment des recettes qui ont du goût, avec des ingrédients simples, que quasiment tout le monde est capable de refaire chez soi. Et le deuxième truc qui me trottait par la tête, c'était de te dire, tiens, mais moi, toutes les marques que je voyais dans les linéaires, j'ai l'impression d'être un peu pris pour un gogo de service, qu'on me racontait un peu des salades pour me faire acheter les trucs. Et je me dis, est-ce qu'on ne peut pas juste pas inventer une marque? On va simplement raconter ce que l'on vit en tant que deux jeunes, pour l'instant tout seuls, dans leur cuisine, passionnés du goût, du savoir-faire pâtissier, de la vie, de l'entrepreneuriat, qui ont plutôt la pêche, qui ont des emmerdes comme tout le monde, mais qui ont plutôt envie de voir les choses de manière positive. Donc on ne va pas inventer une marque, on va simplement raconter ce que l'on vit en temps réel et raconter les joies, les difficultés, les péripéties de cette aventure. Mais on était deux, c'est comme... Donc Jade, tu es toute seule, là, tu fais appel à ta copine, puis tu dis, voilà, on va y aller. Donc on a commencé vraiment comme ça, tout petit, puis on s'est dit, on va essayer de faire chaque jour mieux que la veille. Donc première journée, on vend un paquet, puis le deuxième, on essaye d'en vendre 2, puis le troisième, 3. Donc on a commencé à coloniser le quartier dans le 18e. On était connus un peu comme les deux petits scouts un peu bizarres du quartier. Moi, je me souviens très bien, on était rentré dans un point soleil. C'est les trucs qui font bronzer en disant tiens, on va essayer de vendre des biscuits au point soleil. Les mecs qui nous ont pris pour les témoins de Jéhovah ont eu peur.
Mais véridique, hein. Donc tu vois, on essaie d'être. Après, on s'est dit aujourd'hui, on va faire que les traiteurs asiatiques parce que ça va être surprenant de trouver des petits biscuits chez le traiteur asiatique. On essaie de mettre nos petits sablés là où on ne nous attendait pas. Donc on a commencé à faire du porte-à-porte dans le 18e. Puis chez moi, c'est devenu trop petit. On avait rencontré un copain via le guide des boulangeries. Là aussi, tac, 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 tac. Tu vois, tu construis sans prévoir. Donc Arnaud Delmontel, qui avait été élu dans notre guide, je ne sais plus quoi, l'une des meilleures baguettes de Paris. Je ne sais pas si certains connaissent Arnaud, qui est un boulanger exceptionnel et extrêmement généreux, parce qu'il nous a dit, écoutez, le mardi, les gars, moi je suis fermé, rue des Martyrs, je bosse pas, il n'y a personne dans la boulange, tu prends les clés au café en face, tu te démerdes, je veux pas voir que tu sois passé avec ton copain Michel, hein, je veux que ce soit nickel quand je reviens le mercredi dans la nuit, et tu fais ce que tu veux de la boulange le mardi, elle est à toi. Putain, on s'est régalé, on a fait des biscuits tous les mardis, on bossait comme des malades, Michel, moi, puis après on a commencé à recruter et à exploiter mon petit frère qui était étudiant, puis les copains de mon petit frère, puis voilà, le mardi on faisait des petits sablés, on voyait bon, tac, tac, toute la journée, puis le mercredi, tac, on repartait sur les chemins à Paris avec des petits caddies roses, et on faisait du porte-à-porte voilà, dans tous les commerçants dans le 9e, parce qu'Arnaud était dans le 9e, puis c'est devenu trop petit chez Arnaud, donc on s'est dit il faut commencer à produire le mercredi aussi. Donc le mercredi, on est allé chez un copain, Jean-Christophe, chez qui j'avais passé mon CAP à Bastille. Puis c'est devenu trop petit aussi chez Jean-Christophe. Donc j'avais un copain, Stan, qui connaissait quelqu'un, qui avait entendu quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui avait une biscuiterie dans la Sarthe. Donc on a appelé ce gars-là, qui s'appelait Joël. Et il nous a dit, écoutez, Banco, moi, ma biscuiterie, je la ferme le vendredi à 13h. Pac, tac, nous on arrivait à 13h, on prenait la clé, on lui louait, là, pour le coup. Et on enquillait des sablés, clac, du vendredi 13h jusqu'au dimanche soir. Puis on rentrait avec la 106 rouge de la mère de Michel. Et moi, j'avais une Kangoo bleue à l'époque. On rentrait à Paris, les sablés pleins, dégoulinants de la 106 et de la Kangoo. On arrivait dans mon appart rue Hermel, dans le 18e, deuxième étage, clac. Donc on remplissait tout de l'appart de sablés. Et le reste de la semaine, tac, on les vendait dans Paris. Voilà, donc c'est comme ça que c'est né. Et chaque jour, on essaie d'en vendre plus que la veille. Voilà, c'est un peu l'histoire de Michel Augustin. Voilà, c'est ça les débuts. Donc moi, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? C'est vous emmerdez pas dans la vie. Voilà. Donc on a tous des talents. Vivez, là vous avez je pense que tout le monde a trouvé un job aujourd'hui déjà, non? Décathlon, vous avez distribué des jobs ou non comme ça? Pas encore. C'est après vous? Ah, ça va. Il y a un bar à CV. Donc voilà, donc ayez confiance. Prenez le temps de vous connaître vous-même, c'est super important. Apprenez à vous connaître. Moi, je suis frappé de voir à quel point dans la vie on prend des décisions, on se construit parce qu'on n'a pas su gérer des fragilités ou des peurs que l'on a. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire quand j'anime des conférences ou plutôt des petits séminaires, c'est que moi, je commence toujours avec un paperboard, maintenant en disant dans la vie, j'ai peur de. Tu vois et je vous raconte le truc, c'est que moi, j'aime bien l'expression il faut apprendre à danser avec ses peurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les peurs que l'on ait, les craintes que l'on ait, nous dictent trop le sens de notre vie. Et il y a certains ici, on fait le séminaire de Tony Robbins. Je ne sais pas si vous le connaissez, Tony Robbins, c'est le mec, là, la star de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Et c'est le gars qui... Moi, je l'ai fait, nous, dans la banane, on est plusieurs à avoir fait. Margot l'a fait. Et toi, moi, je suis un firewalker, donc je suis un des plus grands experts mondiaux du PUM, mais je suis aussi un firewalker. Donc, j'ai marché pieds nus sur 25 mètres de braise rouge ardente, donc ce que tu crois être impossible est en fait possible. Donc tout ça pour te dire que il ne faut pas avoir peur, il faut prendre le temps de se découvrir, de multiplier les expériences, et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est jamais des échecs, toujours des enseignements, et vous passez à l'étape d'après, et vous allez vous apercevoir que petit à petit, votre vie va se dessiner, et qu'il faut la vivre évidemment chaque jour avec passion. Voilà. Donc faites bien la fête. Moi, je suis un peu à la bourse, que j'ai une réunion de classe de 3e 6, je crois. Et il faut que j'aille en vélo. Donc je suis un tout petit peu à la bourse, toutes mes excuses. Mais je sens que Margot va mettre une espèce d'énorme... C'est là le spectacle que tu fais, c'est maintenant? Voilà. Donc là, il y a le spectacle de Margot. Je crois qu'on est tous venus pour ça. Voilà. Merci d'être là. En tout cas, c'est super. Bravo à vous. Et continuez à vous nourrir de vaches. Merci. Donc, le cycle des conférences est terminé. Merci à tous d'être venus et d'avoir écouté tous ces intervenants. On va remplacer officiellement Michel et Augustin ce soir. Donc, pour les questions, on vous attendra à notre petit stand là-bas. On fera comme si on était Michel et Augustin. On va essayer de sortir des phrases Chez Michel clés. Je vous dirai clac, tac, paf, toutes les 2 secondes pour ponctuer les phrases. Et voilà.
On saura répondre, promis.